Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Cousin, je suis médecin généraliste qui exerce à Cayenne en Guyane. J'ai le grand plaisir et l'honneur de représenter aujourd'hui l'espace régional d'éthique de Guyane, le petit pousset des RR, le petit dernier tout petit tout nouveau, que j'ai le plaisir de co-diriger depuis quelques mois. Aujourd'hui, je suis là pour présenter le travail de ma collègue Camille Espézel-Télin, qui est chargée du suivi et du développement du secteur de handicap au niveau de la RS de Guyane. Et avant de commencer à présenter son travail, je vais juste vous parler d'un petit cas clinique que j'ai pu rencontrer dans mon exercice au niveau de la permanence d'accès aux soins de santé, juste pour donner le ton de ce que peut être une prise en charge, enfin une prise en soin de handicap dans un contexte un petit peu particulier, un contexte guyanais. Donc c'est la prise en soin d'un monsieur qui vient consulter à la permanence d'accès aux soins de santé, un monsieur qui présente une surdité, un monsieur qui est non-verbal, qui n'a jamais appris à communiquer par la langue des signes, qui est originaire d'un village amérindien situé du côté du Suriname, donc qui est frontalier de la Guyane, qui n'a pas de papier, aucun document d'identité avec lui, pas de famille, pas d'aidant, qui vit à la rue et qui présente une récidive de cancer ORL en phase terminale. Voilà, juste pour vous situer les difficultés auxquelles on peut être confronté dans notre territoire. Et on a beaucoup parlé depuis hier des difficultés d'inclusion dans le soin en hexagone. Chez nous, c'est un euphémisme de dire que c'est un tout petit peu plus compliqué et qu'on a un tout petit peu de retard par rapport à vous tous. Et donc on présente des difficultés supplémentaires qui sont liées du coup au milieu isolé, à la précarité et à la multiculturalité. Donc dans ce cadre, le travail qui a été réalisé porte donc sur le handicap et la dignité en Guyane, vers une éthique de l'inclusion dans un contexte interculturel. Donc pour recontextualiser un petit peu le travail de Camille, donc la Guyane, c'est un territoire un peu singulier, c'est un département d'outre-mer situé sur le continent, sur l'Amérique du Sud. 90% de sa superficie est recouverte de forêts amazoniennes, ce qui crée de vastes zones d'habitat enclavés. 30% de la population est d'origine étrangère ou migrante, et il existe de très fortes disparités territoriales entre le littoral de la Guyane qui concentre 90% de la population et les communes de l'intérieur qui sont parfois accessibles uniquement en pirogue ou en avion, et des disparités également économiques avec la présence de nombreux quartiers informels. Environ 15 à 40% des logements guyanais sont considérés comme précaires ou informels. Dans ce contexte, on peut voir que le maillage médico-social est faible, avec de fortes inégalités d'accès aux soins. Et par ailleurs, il y a de nombreuses représentations culturelles et spirituelles du handicap notamment. Donc dans ce contexte, l'implantation d'établissements médico-sociaux répond à des volontés politiques de réduction des inégalités territoriales, mais n'est pas sans présenter certains enjeux éthiques. Donc le travail de Camille est donc une revue de la littérature argumentée sur des sources scientifiques, institutionnelles et éthiques, qui analyse donc cette thématique selon les 4 principes de la bioéthique, avec une lecture interculturelle et contextuelle qui intègre les apports des professeurs Benarroyo et Besson sur l'éthique relationnelle et post-matérialiste. Donc je ne vais pas vous faire l'intégralité de cette diapositive, je pense que vous l'aurez de disponible, mais ce travail fait émerger différents dilemmes sur le plan de la bienfaisance, donc comment proposer un accompagnement bénéfique, individualisé et adapté sans projeter un modèle médico-social hexagonal occidental qui pourrait être culturellement inadapté. En effet, la littérature fait part de nombreux dispositifs ayant été imposés avec une logique un peu technocratique, sans réel dialogue avec les populations et les premiers concernés. Et les structures sont souvent éloignées des lieux de vie et cela peut créer des ruptures sociales et affectives. Donc effectivement, soigner, oui, mais dans quelles conditions et avec quelle logique d'inclusion culturelle ? Par ailleurs, les politiques d'aide au handicap peuvent
parfois renforcer la stigmatisation et l'exclusion des patients. On a parlé tout à l'heure donc de l'éloignement de certaines structures qui peuvent créer des désorganisations des liens communautaires et des solidarités traditionnelles qui peuvent exister déjà dans les communautés. Et donc il est à noter la fragilité des équilibres sociaux traditionnels face aux normes hexagonales importées. Ensuite, quelle possibilité pour les personnes en situation de handicap de faire des choix libres et éclairés dans un contexte de précarité à la fois linguistique, sociale et administrative. La Guyane, c'est plus de 40 langues. L'administration française est souvent monolingue, à la limite bilingue, avec des représentations culturelles diverses. Et donc, c'est un contexte dont il faut tenir compte pour discuter donc, de l'inclusion du handicap. Sur le plan de la justice, l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap est-il équitable, donc on le disait, entre le littoral et les communes de l'intérieur, entre les populations allochtones et autochtones. Donc là, ici, c'est comme pour tous les aspects du soin en Guyane, la répartition des ressources n'est pas équitable entre les différents villages de la Guyane. Et les reconnaissances culturelles, les référentiels autochtones sont bien souvent ignorés dans les politiques publiques. Par ailleurs, il existe une forte carence des relais associatifs et des acteurs de proximité et un manque de médiateurs interculturels. Donc là, quelques petites photos pour vous montrer ce que ça peut être que la précarité, l'isolement en Guyane. Donc ce sont des conditions de vie, de travail qui sont différents. Et dans ce cadre-là, comment inclure les personnes en situation de handicap dans les décisions et dans les orientations publiques et politiques. Alors comment garantir un accès équitable aux soins sans déposséder les peuples de leur système de soins traditionnel? Donc cela soulève certaines questions éthiques. Selon quelle logique peut-on bien soigner sans déposséder? Comment éviter une colonialisation culturelle du soin? Et quelle empreinte écologique des structures en Amazonie? Alors dans ce contexte, comment penser une éthique du handicap qui soit contextualisée, interculturelle et inclusive? Le constat fait état d'une certaine invisibilité sociale et institutionnelle persistante des personnes en situation de handicap. Les modèles standardisés importés d'Hexagone sont souvent peu adaptés aux conditions locales, ce qui crée des tensions entre droits universels et contextes locaux. Enfin, des enjeux de dignité, de reconnaissance et de justice sociale sont ici mis en évidence. Alors tout d'abord, il faut réussir à faire sortir les personnes en situation de handicap de l'invisibilité en leur redonnant la parole et en leur redonnant leur dignité. En effet, les contextes de stigmatisation, de non-recours aux droits et de sous-repérage sont encore bien trop fréquents. Le handicap est souvent tabou dans certaines communautés. Dans ce contexte, redonner la parole aux personnes en situation de handicap, c'est permettre leur reconnaissance, leur participation et leur autonomisation. Mais ces espaces d'expression sont encore rares et fragiles. Il paraît donc essentiel de soutenir la création d'espaces de dialogue continu pour favoriser cette inclusion dans la politique de la Guyane. En termes d'inclusion, de reconnaissance et de justice, on l'a vu à nombreuses reprises, l'inclusion ne se décrète pas, elle se construit. Ici, le risque est d'imposer des modèles normatifs. Il est donc nécessaire de créer une éthique contextualisée, dialogique et située. Enfin, on va revenir sur quelques caractéristiques du territoire, à savoir les zones de migration, les zones informelles qui créent des cumuls de vulnérabilité. Les personnes migrantes sont en effet victimes le plus souvent d'obstacles administratifs, d'obstacles linguistiques ou encore géographiques. Alors, dans un dédale administratif, sanitaire, souvent monolingue, un peu opaque et centralisé, sont parfois de véritables obstacles à la prise en soin. Cela crée une invisibilité statistique et administrative avec des personnes qui ont souvent un fort risque de ne pas avoir recours aux dispositifs déjà existants.
Cela est valable sur toute la Guyane, mais surtout sur les zones transfrontalières, mais aussi dans les quartiers informels qui présentent donc un cumul de vulnérabilité comparable aux communes de l'intérieur. En Guyane, de nombreux projets de recherche innovants permettent de mettre l'approche communautaire au centre du soin et donc de créer des prises en soins à base de médiation, de confiance et de liens de proximité qui permettent d'inclure au maximum les personnes les plus vulnérables dans leur parcours de soins. Donc dans ce travail, l'approche éthique a essayé d'inclure les travaux des professeurs Benarroyo et Besson. En Guyane, les cosmologies sont multiples. On perçoit l'importance du rituel et du rapport au vivant. Et reconnaître ces dimensions, c'est leur permettre d'accéder à un espace d'écoute pour pouvoir créer une véritable hospitalité institutionnelle. Donc, il paraît donc important de considérer les pistes éthiques suivantes, donc favoriser les comités éthiques territoriaux ou observatoires locaux, former les professionnels du monde médical ou social de façon systématique aux diversités interculturelles, co-construire des dispositifs mobiles et participatifs, ou encore inclure les savoirs autochtones et les savoirs des usagers dans les politiques. Donc cette étude a donc permis de mettre en lumière les différents freins déjà relevés par les acteurs de santé et les acteurs de terrain en Guyane, à savoir les limites des modèles importés, le manque de proximité de certaines structures et la reconnaissance incomplète des droits des personnes en situation de handicap. En contrepoint, elle met également en lumière des leviers positifs, à savoir le rôle de la médiation interculturelle, de l'autonomisation des patients et de dispositifs territorialisés. Donc tout ceci permet d'avancer vers une éthique délibérative et contextualisée comme outil de justice. Donc en conclusion, penser le handicap en Guyane, c'est articuler dignité, justice et pluralité culturelle, c'est discuter les modèles importés et co-construire les solutions éthiques. C'est inventer une éthique située, hospitalière et profondément humaine. Et donc cet article, qui n'est pas encore, ce travail qui n'est pas encore paru en tant qu'article, nous permet d'avoir donc à l'ERR de Guyane une réflexion donc sur le handicap en Guyane et de proposer donc en décembre prochain un café éthique à Cayenne sur la thématique du handicap et de la perception du handicap en Guyane. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à l'espace de réflexion éthique de Limoges avec un travail à quatre mains qui a été fait en collaboration avec Maryse Forenza-Gasque et qui est présenté par Camille Perrin-Maigrelis. Oui, bonjour, ça fonctionne? Oui. Moi en représentation du docteur Forenza-Gasque, allons aborder la question de la parentalité des personnes en situation de handicap au prisme de la capacité, de la capacité et des préjugés. Donc ce titre questionne la capacité et la capacité, deux mots-clés, à devenir parent pour une femme et un couple porteur de handicap et pointe une tension entre un message humaniste, donc une société qui se veut plus inclusive, et un message politique, tout en gardant une vision objective des difficultés de la parentalité en situation de handicap au sein d'une société performative et normative. Revenons plusieurs mois en arrière sur un de ces moments de grâce parmi tant d'autres que nous avons partagés lors des Jeux paralympiques de 2024 avec la chanson chorégraphiée de Lucky Love, My Ability. My Ability, capacité, mettait l'accent sur les désirs, l'acceptation de soi en situation de handicap. Les paroles évoquaient des questionnements sur l'adéquation du corps aux normes sociales et le désir d'aimer et de vivre. Tout être humain désire, c'est même le propre de l'homme. L'intimité, la sexualité, la vie affective, la vie familiale sont des piliers fondamentaux de la santé physique et mentale de l'individu.
Ce sont des éléments essentiels de la relation à soi-même et aux autres, participant pleinement à l'épanouissement de chacun. Envisageons maintenant le corps, l'esprit et les normes sociales comme question. À première vue, une réflexion éthique sur le corps peut sembler superflue, car c'est la vie qui quotidiennement nous impose une confrontation avec notre corporéité. Le corps est l'une des données constitutives et évidentes de l'existence humaine. C'est dans et par son corps qu'on s'inscrit dans le monde et qu'on rencontre autrui. Mais comment parler de l'existence charnelle, de l'intimité, sans s'enfermer à l'intérieur d'un discours réductionniste, limité à notre apparence, ou au contraire tomber dans l'écueil d'une simple énumération des parties du corps, des techniques du corps? Comment montrer le sens et la valeur de la corporéité? C'est pourquoi notre réflexion se centrera sur l'ordre de la réalité que le corps différent manifeste, et en même temps, nous questionnerons la place que ce corps différent peut aujourd'hui occuper à l'intérieur d'une pensée éthique dans la diversité du monde et notamment dans le champ de la parentalité. Donc, quelles sont nos représentations? Voici un court extrait du texte de Jacqueline Wedling, professeure de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Paris-Cité, à propos de la parentalité en situation de handicap. Elle écrit « L'association des termes parentalité et handicap ne laisse pas indifférent. Suscitant souvent des représentations contrastées et des réactions ambivalentes, elle confronte non seulement aux notions de différence et de normes, mais aussi de compassion, de transgression, de tabou, d'étrangeté. Bien que cette réalité soit de plus en plus reconnue et acceptée, les recherches dans le domaine demeurent largement centrées sur les parents ayant un enfant handicapé, au détriment d'études sur les parents en situation de handicap. Cela participe dans une certaine mesure à une forme de déni collectif qui refuse de voir ses enfants grandir, aspirer à une sexualité et accéder à leur tour au statut de parent. De nos jours, sous le terme de handicap, nous regroupons des réalités très différentes qui prêtent à bien des confusions. Quand on parle de handicap, on désigne en même temps et sans clairement les différencier la cause, anomalie organique, génétique, maladie, malformation, troubles psychiatriques. Là où les conséquences, le fait d'être en situation d'écart par rapport à la norme. En revanche, l'environnement géographique, physique et social comme élément renforçant ou minorant le degré de handicap n'est que très rarement abordé. Ce terme de handicap n'est utilisé dans son sens médico-social qu'à partir des années 60. Historiquement, le terme handicap désigne un désavantage de poids attribué aux meilleurs chevaux pendant les courses hippiques du XXe siècle afin d'égaliser les chances des participants. Il renvoie donc d'abord à une idée de compensation, notion qui ne réapparaîtra dans les textes de loi qu'en 2005. Aujourd'hui, nous utilisons plutôt le terme de personnes en situation de handicap, du fait de déficience, d'incapacité en relation à une mauvaise adéquation avec l'environnement naturel et social, lié aux caractéristiques propres à l'individu ou à un défaut d'aménagement de l'environnement. Et ces formulations viennent questionner le politique et la solidarité nationale et déterminent souvent à notre insu nos représentations. Donc, quels sont les textes de loi concernant la parentalité en situation de handicap ? Notre société se donne comme objectif, en tout cas officiel, de réduire les écarts. C'est l'esprit de la loi du 30 juin 1975, revue en janvier 2002, où est introduit un changement majeur dans la manière de penser le handicap, en réaffirmant la prise en considération des droits fondamentaux de chacun. En février 2005, la loi Égalité des droits et des chances et promotion de la citoyenneté des personnes handicapées introduit la notion de compensation et d'accessibilité comme fondement de promotion des droits individuels, mais on n'y trouve rien de spécifique sur le droit à la parentalité des adultes en situation de handicap. Un oubli, un déni ou quelque chose de simplement non pensé. La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, en décembre 2006, énonce quant à elle à la fois un principe général de non-discrimination et l'obligation pour les États de prendre des mesures appropriées visant aux personnes d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie et de réaliser pleinement leur potentiel, entre autres dans la vie privée. Son article 23 est consacré au respect des droits à fonder une famille et aux relations personnelles, demandant aux États de prendre des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres. Les personnes en situation de handicap peuvent donc exercer pleinement leur autorité parentale. Même depuis la loi du 5 mars 2007, les personnes handicapées sous mesure de tutelle ou de curatelle peuvent, comme tous les parents, élever leurs enfants et exercer leur autorité parentale. Ils peuvent accomplir tous les actes dits strictement personnels, même si le ou les parents n'ont pas la garde à plein temps.
Alors, s'interroger sur la capacité et la capacité à être parent. Est-ce une demande universalisable concernant tous les parents potentiels ou particulière à ceux en situation de handicap? La capacité à être parent est un terme de plus en plus utilisé, qui pourrait être confondu à tort avec la notion de capacité, mot français qui nous est bien plus familier. C'est Amartya Sen, économiste et philosophe indien, et Martha Nussbaum, philosophe américaine, qui ont développé le concept de capacité pour évaluer le bien-être d'une population. Pour Amartya Sen, la capacité désigne la liberté pour un individu de choisir un mode de vie auquel il attribue de la valeur. Une société est ainsi considérée comme juste lorsque tous les individus ont la liberté réelle d'utiliser les ressources à leur disposition afin d'accéder au mode de vie qu'ils jugent estimable. Les capacités sont pour ces auteurs les enjeux véritables de la justice sociale et du bonheur humain. La théorie des capacités ne tend pas à normaliser l'humain, mais vise à rendre possible un agir créateur épanouissant pour tous. Cette approche est un objectif politique où doit être envisagé le comment faire, le fonctionnement. Et cela amène la société à réfléchir aux éléments facilitant cette capacité qui est accessible à tous. Cependant, cette approche est-elle suffisante? En effet, elle est centrée sur l'individu, sa liberté, ses désirs et ses droits. Elle interroge également la société sur les moyens mis en œuvre. Mais il lui manque une dimension supplémentaire, la capacité. Cette capacité désigne en priorité l'aptitude à s'imputer une responsabilité. Cette responsabilité est un ensemble de droits et d'obligations que reconnaît la personne et qui la fonde en tant qu'individu. Cette capacité A, est première car elle fonde le sujet de droit, lui donnant une identité personnelle et collective, donc une identité sociale. Ici, l'identité en question serait celle de parent. La liberté est alors issue de cette obligation, de cette responsabilité. Une telle conception est d'ailleurs centrale dans l'œuvre de Kant. Il dit dans les leçons d'éthique, c'est en vérité une chose remarquable qu'on puisse être d'autant plus libre qu'on est contraint moralement. La liberté s'entend également comme liberté intérieure, comme au sens que lui donne Hannah Arendt. L'homme est le seul capable de se créer librement des contraintes internes et de ne pas seulement réagir aux contraintes externes. Le devoir précède le bien-être, non un devoir imposé, mais un devoir comme capacité d'obligation envers soi-même et les autres. La capacité à librement s'auto-contraindre constitue la personne responsable. Renforcer les capacités et donc les modes de fonctionnement par le droit n'indique rien sur les choix des individus et sur les capacités à être responsables et libres et à développer des ressources personnelles, parfois insoupçonnées, moyennant bien sûr des aidances, des moyens de compensation appropriés en fonction des contextes. Et devenir parent est un projet, ou devrait être un projet. Si la plupart des individus semblent maîtriser dans une certaine mesure la conception d'un enfant d'un point de vue biologique, hormis dans les parcours d'assistance médicale à la procréation, nous n'avons aucun regard, et fort heureusement, sur la responsabilité nécessaire qui autoriserait un projet parental et sa réalisation, sauf si défaillance prévisible, décelée en prénatal ou défaillance manifeste en post-natal. Pour les personnes en situation de handicap se pose dès le début la question de leur corps biologique, de leur psychisme, de leurs compétences intellectuelles, mais aussi du risque de transmission de certaines maladies héréditaires. La plupart du temps, ces questions émanent des personnes en situation de handicap elles-mêmes et témoignent de leur haut niveau de responsabilité. Elles font aussi parfois écho aux doutes et aux questionnements de leur entourage. Le désir d'enfant n'est pas un droit, mais un fait. Il s'inscrit dans un projet de vie et le désir d'enfant, tout comme l'accession à la parentalité des personnes handicapées, ne diffère pas significativement de ceux des personnes valides. Nous vous proposons une petite vignette clinique. Le docteur Fiorenza Gasc, reçoit pour une échographie obstétricale à visée diagnostique Soraya, 28 ans, enceinte de 19 semaines. Ma table d'examen, bien que baissée au maximum, est encore trop haute pour elle. Je l'aide à s'installer le plus confortablement possible, ce qui n'est pas facile car l'appui-tête accroché au dossier ne descend pas suffisamment bas. Soraya est atteinte d'un anisme génétique harmonieux et mesure 1m13. 1m13, c'est petit. Mon examen échographique est satisfaisant, ne révèle aucune anomalie. Bien que rassurée par la normalité de cet examen, pendant qu'elle se rhabille, je ne peux m'empêcher de penser intérieurement aux risques multiples entourant cette grossesse, pour elle en premier lieu et pour son enfant. Aussi, je ne suis pas surprise quand, assise devant moi, elle évoque son appréhension de difficultés possibles, bien que ne remettant absolument pas en question cette maternité.
Elle m'explique que cette grossesse n'est pas inopinée et que c'est un projet qui a fait l'objet de sa part d'une demande de consultation préconceptionnelle auprès du Centre expert pour les maladies osseuses constitutionnelles qui la suit depuis son enfance. Mes mots se veulent rassurants, cadrans. Bilan cardiologique et pulmonaire maternel, risque de prématurité et retard de croissance, césarienne probable mais seulement niveau 3. Consultation spécifique pour parents porteurs de handicap, accompagnement psychologique et social si nécessaire. Quand j'ai fini, son beau sourire semble me remercier pour ma peine, l'effort déployé pour la rassurer, pour l'informer. Et elle dit « Docteur, oui, je sais déjà tout cela, mais qui peut me donner des informations, comment vous dire ? Comment je vais pouvoir porter, promener mon bébé, utiliser la poussette ? Cela n'avait jamais été abordé par personne. Les parcours de parentalité ne se présentent pas de la même façon selon les types de handicap et nous ne devons pas sous-estimer les conséquences du handicap sur le parent lui-même et sur l'entourage, et en premier lieu son enfant. Outre les facteurs médicaux et fonctionnels, d'autres facteurs de vulnérabilité doivent être questionnés. La qualité du soutien familial et ou social, le niveau d'éducation et l'accès au travail, les ressources et aides financières, ainsi que la situation du conjoint, valide ou non. Autant d'items importants à investiguer avec l'accord des personnes concernées. Il convient de ne pas sous-estimer les difficultés qui peuvent être rencontrées aux différentes étapes. La procréation, la grossesse, la naissance, la période périnatale, mais également les risques au long cours. C'est une mise à l'épreuve sur une longue durée avec de nombreux ajustements quand l'enfant grandit et ou quand l'handicap parental s'accentue. Ni les professionnels, ni les parents, ni les aidants ne disposent de toutes les clés pour répondre à toutes nos interrogations. Aussi, les consultations préconceptionnelles doivent avoir une visée informative, objective, envisager un cadre de soutien à une maternalité, à une parentalité quand elle semble possible, ou discuter avec honnêteté des limitations et freins prévisibles, et même parfois d'une abstention préférable. L'accompagnement prénatal s'effectue en pluridisciplinarité étroite entre plusieurs compétences et souvent dans une hypermédicalisation. Selon les cas, seront abordés le risque de transmission héréditaire de certaines affections. Il sera alors nécessaire de prévoir un conseil génétique et parfois d'avoir recours à l'aide médicale à la procréation, comprenant le diagnostic préimplantatoire. Il est à noter que certains adultes en situation de handicap s'orientent parfois vers l'adoption, malgré les difficultés qu'implique également ce parcours. Et devenir parent, c'est un changement de taille, mais pour tous. C'est une étape majeure de la vie, marquée par des bouleversements profonds et des ajustements nécessaires pour accueillir un nouvel être dans son quotidien. Et ce changement est universel. Pour les parents en situation de handicap, les défis peuvent être amplifiés, mais ils ne diffèrent pas fondamentalement dans leur essence. Marion Doé, sociologue, écrit dans sa thèse « La maternité à l'épreuve de la cécité »« Je suis sociologue et mère aveugle. Quand on ne voit pas, les actes du quotidien peuvent devenir extrêmement anxiogènes. Par exemple, on ne peut pas préparer de biberon, on a peur de donner le bain à son bébé par crainte de le noyer. Ma thèse n'interroge pas le fait de savoir si les personnes handicapées peuvent être parents, mais comment elles le font. Je ne veux pas dire que quand on ne voit pas, on voit mieux que les autres, c'est faux. Mais je n'ai pas non plus fait moins, j'ai fait autrement. Face au désir de parentalité des personnes en situation de handicap, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours totalement neutres. Dans le contexte très large du handicap, notre société aborde les questions de la sexualité, de la vie intime, des affects amoureux et des projets de parentalité avec du déni souvent, mais toujours beaucoup d'appréhension, de suspicion, de préjugés. Rappelons que le handicap est le premier motif de discrimination, selon le rapport d'activité 2023 du Défenseur des droits, depuis 8 ans. Cela nécessite des investissements importants dans les politiques de santé publique afin de garantir un accompagnement de qualité, respectueux et adapté. C'est ainsi que la société avancera véritablement vers une inclusion plus forte, respectueuse de l'autonomie et des choix de chacun, en développant et en valorisant leur capacité à devenir parents ou, dans certains cas, leur capacité à renoncer à l'être. Merci. Merci. Et je passe la parole au directeur de l'EREJ, le docteur Patrick Karcher. Merci Gérard. Je voulais, dans mon intervention, je vais peut-être passer le... Vous allez avoir un câble sur les genoux, mais bon, on va se le mettre par là, comme ça vous l'aurez tout de suite après. Voilà.
Oui, il faut que je fasse quelque chose avec le câble. Oui, donc je propose dans ma présentation, que je vais essayer de faire courte, d'interroger la raison pour laquelle en France, les personnes qui sont en situation de handicap lié à l'âge ne sont pas dites en situation de handicap, mais sont dépendantes, ce qui est quand même une question parce que c'est une spécificité française. Alors, dans les définitions internationales du handicap, je vous en ai mis une, mais on pourrait défiler l'ensemble de ces définitions. Il n'y a jamais fait de référence à l'âge, hein, c'est tout à fait clair. Dans la loi dont on a très largement parlé du 11 février 2005, il n'est pas non plus fait référence à l'âge. Et pourtant, lorsque cette loi a été votée, donc en 2005, les Français porteurs, comme le dit la loi, d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, ne sont déjà plus considérés comme des personnes handicapées ou en situation de handicap, mais comme des personnes dépendantes. Et si dépendance est un mot qui dit aussi bien une relation de subordination que de solidarité, c'est également, depuis 1997, le mot qui a décrit, le terme qui décrit l'état des personnes de plus de 60 ans, porteuses d'incapacités physiques et ou psychiques, que l'on dirait en situation de handicap si elles avaient quelques mois de moins et qu'elles avaient moins de 60 ans. Et je vais proposer juste de vous faire un peu l'historique de l'apparition de cette limite des 60 ans, qui est quand même problématique à mon avis, et puis décliner quelques conséquences pour vous montrer que c'est une discrimination, et notamment dans l'accès aux soins, mais notamment des personnes en situation de handicap plus jeunes, et ce qui est quand même une vraie complication. Alors que la loi d'orientation du 30 juin 1975 sur le handicap ne fixait aucune condition d'âge à l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierces personnes, la loi du 24 janvier 1997, dite sur la prestation spécifique dépendance, et c'est là que le mot est apparu, va créer une nouvelle catégorie, celle des personnes âgées de plus de 60 ans, dites dépendantes, et bien sûr leur attribuer un nouveau mode de financement, parce que c'est bien l'objectif de la loi. Le choix des 60 ans n'est pas justifié par l'âge, puisque les incapacités liées à l'âge apparaissent beaucoup plus tard, et même très tard actuellement, plutôt au-delà de 75-80 ans, suivant le sexe. C'est avant tout le coût croissant de l'allocation compensatrice à partir de 1988, qui a été dénoncé par un rapport de la Cour des comptes comme étant lié aux bénéficiaires âgés, qui va conduire le législateur à vouloir dissocier la dépendance du handicap. La loi de 1997 va reprendre le concept médical incapacitaire de dépendance qui a été développé par les premiers gériatres qui intervenaient dans les hospices et qui n'étaient confrontés de fait à l'âge que dans son incapacité fonctionnelle majeure et qui vont modéliser une vieillesse, mais qui est une vieillesse particulière, qui est une vieillesse extrêmement déficitaire. Et ce découpage de la réalité va se faire dans un contexte également d'émergence de la profession de gériatre et va servir en partie à sa légitimation, puisque notamment face aux autres spécialistes qui voyaient un peu d'un œil étrange l'apparition de cette nouvelle spécialité. Et le gériatre va alors devenir le professionnel des dépendants plutôt que celui des personnes âgées qui avait une justification beaucoup plus difficile à faire admettre. Il y a également le refus des associations à la fois de retraités et de handicapés de se voir associés à la vieillesse. Ça va également participer de l'acceptation de cette distinction. À preuve, la déclaration en 1993 d'une présidente d'une association nationale de parents de personnes handicapées et qui disait « Il n'est pas souhaitable d'assimiler personnes âgées handicapées et personnes âgées handicapées du fait de la vieillesse ». On verra que c'était une très mauvaise idée. Le choix de l'âge, alors pourquoi 60 ans ?
C'est tout simple, hein, c'est parce que c'était l'âge de la retraite en 1997 et que donc on a choisi l'âge de la retraite, ce qui est également un choix tout à fait étonnant. Et puis, ce seuil a très bien résisté à l'augmentation de l'âge de la retraite, hein, puisqu'on est passé à 62 et puis maintenant à 64, enfin dans une période intermédiaire, mais ça a augmenté et il n'y a pas eu de modification du seuil de dépendance. Et puis surtout, elle n'a absolument pas été modifiée par les progrès médico-sociaux qui font qu'une personne de 60 ans en 1997 n'a rien à voir avec une personne de 60 ans en 2025. Les conséquences de cette distinction sont de plusieurs ordres. Je vais essayer d'en citer juste 3, financière, conceptuelle et puis institutionnelle. Les conséquences financières, elles sont évidentes puisque de toute façon, c'était tout à fait le motif de l'instauration de la ségrégation. La compensation d'une même incapacité est nettement moindre avant et après 60 ans. Roméo Fontaine, qui est chercheur à l'Institut national des études démographiques, a estimé la différence moyenne de coût à environ 3,6 milliards d'euros par an. Et puis cette différence de financement a récemment émergé lors des discussions précédant l'adoption le 10 février 2025 par l'Assemblée nationale d'une loi qui visait à améliorer la prise en soin de maladies et neuroévolutives à handicap sévère et tout particulièrement de la sclérose latérale amyotrophique. L'objectif de la loi était de permettre une accélération des démarches d'obtention de la prestation compensatoire du handicap. Et au cours de la réflexion et au cours des discussions, les députés se sont en fait rendus compte que la sclérose latérale amyotrophique apparaissait en moyenne à 68 ans. Donc à un âge où on ne bénéficie absolument plus de la prestation compensatrice du handicap. Et donc ils ont pour la première fois, de façon tout à fait exceptionnelle, explosé le plafond d'âge des 60 ans. Et dans des pathologies donc, telles que je les ai citées, ce plafond d'âge n'existe plus. Ce qui est surtout remarquable dans cette discussion, c'est que les députés ont découvert qu'il y avait une différence de financement. Et j'en veux à preuve ce que disait Madame Josiane Corneloup, qui était la rapporteure du texte. L'Association pour la recherche de la sclérose latérale amyotrophique a estimé à plus de 8 000 € la différence de reste à charge entre un bénéficiaire de l'APA, donc ce qui est destiné aux patients dépendants de plus de 60 ans, et un bénéficiaire de la prestation compensatrice du handicap. Et cela, bien sûr, au détriment de la personne touchant l'APA. Elle semble donc oublier que cette différence de reste à charge, elle existe certes pour les personnes qui ont une maladie neurologique à évolution rapide, mais elle existe absolument pour toutes les pathologies handicapantes à partir de 60 ans. Les conséquences conceptuelles qui me semblent peut-être encore plus importantes, parce que alors que les rapports officiels sur la vieillesse, depuis celui fondateur de la ROC en 62, ont toujours développé un discours intégrateur, pas appliqué, mais en tout cas un discours intégrateur de la vieillesse, le mot de dépendance crée de fait une rupture qui va associer handicap et âge, incapacité et âge, pardon. Et cette rupture est un facteur d'agisme, car naturalisant des différences sociales sous le couvert d'effets inéluctables de l'âge. Et je vous dis, 60 ans, de toute façon, ça n'a rien à voir. C'est pas là que ça se situe, le problème. Dans le handicap, deuxième conséquence conceptuelle, l'incapacité est envisagée, on l'a dit tout au long de ces journées, est envisagée sous l'angle du désavantage social, la limitation ou l'impossibilité de tenir son rôle social, une limitation que la société se doit de restreindre. La dépendance, elle, n'est envisagée que sous son angle incapacitaire, irréductible, et destinée à n'être que prise en charge dans des lieux dédiés, bien nommés, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et puis enfin, la confusion entre la dépendance et la perte d'autonomie, qui a été en plus consacrée par la loi de 2001 qui a fondé l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a remplacé la PSD, et où il est bien dit que ces pertes d'autonomie liées à un état physique ou mental. Et l'autonomie,
on le rappelle, hein, c'est la capacité et le droit d'une personne à choisir elle-même les règles de sa conduite. Et ça n'a rien à voir avec l'autonomie fonctionnelle. Et là, on parle d'autonomie de façon vague. Chez la personne dépendante, l'incapacité à accomplir seule ses activités de la vie quotidienne, y compris lorsqu'elles ne sont que physiques, induirait une perte de droit de décider pour soi-même, une perte d'autonomie. Et ce terme de perte d'autonomie est maintenant absolument diffusé chez les personnes âgées à partir du moment où ils ont une incapacité, mais n'importe quelle incapacité. Troisième conséquence, c'est des conséquences sur le parcours. Et là, le parcours et l'accès aux institutions des personnes en situation de handicap vieillissantes ou des personnes en situation de handicap qui survient dans une partie plus tardive de leur vie. L'accueil en établissement des personnes en situation de handicap de plus de 45 ans, soit parce que le handicap s'installe de façon tardive, soit parce que du fait d'un défaut d'aidance, les personnes sont obligées d'en rentrer dans une institution, est particulièrement difficile du fait de cette rupture artificielle entre deux mondes. Trop vieux pour les structures du handicap, avec un taux de réponse pour une admission à 33% alors qu'il est de 60% pour les moins de 25 ans, et trop jeune pour les EHPAD. Ça a été dit, je ne vais pas le répéter, mais il y a une différence d'âge extrêmement importante. La moyenne d'âge en EHPAD actuellement d'entrée en EHPAD, c'est 86 ans. Et puis pour les personnes en situation de handicap vieillissantes, donc celles qui avaient le handicap et qui vieillissent, ils ont également énormément de mal à trouver leur place. Et on voit bien, il y a eu un rapport récent qui a été publié. Et là aussi, ce vieillissement survient d'un âge précoce que la moyenne de la population, parfois avant 50 ans. Les structures dédiées au handicap adultes sont souvent inadaptés à l'augmentation des problématiques médicales qui apparaissent au fur et à mesure du vieillissement, et les établissements d'hébergement, personnes âgées dépendantes, peinent à intégrer des personnes qui certes sont vieillissantes, mais qui ont, comme je l'ai dit, 20 à 30 ans de moins que la population a accueillie, et qui... il n'y a pas la même culture, du fait qu'on a travaillé de façon extrêmement séparée. Il n'y a pas la même culture, notamment tout l'aspect socio-éducatif n'existe pas en EHPAD. On est juste là pour garder et veiller à compenser quelques incapacités. Donc cette approche causale de l'incapacité, en l'occurrence par l'âge, est une spécificité française. La plupart des pays prennent exclusivement en compte les conséquences du handicap, et ça, quel que soit l'âge, et ça, conformément aux recommandations internationales. Alors, je disais en introduction que la loi de 2005 ne faisait pas de référence à l'âge. C'est tout simplement parce c'est pas parce qu'elle méconnaissait le concept de dépendance, elle le connaissait les législateurs le connaissaient très bien, mais ils avaient inclus dans la loi de 2005 que ce concept de dépendance devait disparaître dans les 5 ans. C'est l'article 13 qui n'a bien sûr jamais été appliqué puisqu'on est en 25 et que la dépendance existe toujours. Donc cette distinction dépendance-handicap liée à l'âge n'a que trop duré. Alors ça a été redit lors de la discussion de la loi sur la SLA. Il y a quelques députés qui ont rappelé que la loi de 2005 prévoyait dans les 5 ans la disparition de la limite d'âge et de la différence faite par rapport à l'âge. On peut quand même craindre que ça reste encore. Alors il y a des ébauches de rapprochement qui ont été faits au fur et à mesure. On peut citer la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, créée en 2003 et qui s'occupe à la fois des personnes âgées et du handicap. On peut citer le financement commun de la 5e branche en 2021, le service public départemental de l'autonomie en 2024. Mais lorsqu'on regarde les études qui sont publiées au niveau des départements, on voit que les points de convergence restent extrêmement symboliques. C'est parfois des guichets d'accueil, encore communs, mais ce n'est pas systématique. C'est parfois des schémas directeurs qui sont également communs ou se rapprochant. Mais le dépassement effectif de la période de 60 ans est extrêmement limité. C'est normal puisque le financement n'est pas le même, les structures ne sont pas les mêmes et c'est très difficile pour les départements d'envisager quelque chose lorsqu'il y a une telle séparation. Donc on peut espérer que la mise en place d'un service public départemental qui a été prévu dans la loi Bien vieillir, mal nommée, mais qui est d'avril 2024, puisse éventuellement accélérer ce mouvement d'homogénéisation sur le territoire. Mais je redis, ça passe par la suppression de la différence de dénomination et de financement des handicaps en fonction de l'âge. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup Patrick, et nous allons conclure cette journée avec la dernière communication présentée par le professeur Amandine Rapin, qui est professeur de MPR au CHU de Reims, à l'université Reims-Champagne-Ardenne. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce congrès. Les présentations étant faites, j'enchaîne et je vais essayer d'être rapide. Ça va être une présentation peut-être un peu plus légère, et l'objectif principal, c'est que vous compreniez ce que c'est qu'une IA, et notamment une IA générative, pour essayer peut-être d'enlever certaines peurs et de comprendre comment on peut construire cet outil, puisque ce sera la conclusion et je vous la donne dès maintenant, ça n'est qu'un outil. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est un système capable de réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Alors, on l'utilise depuis des années, et on va en reparler. C'est reconnaître une image, détecter une anomalie sur un ECG, prédire une chute, etc. Et l'IA, c'est beaucoup de choses, mais souvent quand on pense IA, on pense IA générative. Et l'IA générative, c'est quelque chose qui est capable de créer. Ça commence à nous faire peur. On a trop été imprégné de Terminator, peut-être. Alors, comment on construit une IA générative ? Comment on fait ? C'est finalement assez simple. On prend plein de données, énormément de données, le plus de données possible, et on met tout ça dans des super ordinateurs, et on apprend à ces ordinateurs à prévoir quel va être le mot d'après. Et on compresse tout ça, et finalement, une IA générative, ChatGPT, c'est 1 Tera. C'est pas gros, hein, ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est quelque chose qui est assez figé dans le temps et entraîné sur les données qu'on lui a données. Et là, c'est intéressant. Donc, ça vient, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est que intelligence, en anglais, hein, c'est pas l'intelligence, c'est le renseignement. Et donc, c'est pas quelque chose d'intelligent, c'est pas quelque chose de conscient, c'est pas quelque chose qui comprend, c'est pas quelque chose qui pense. L'intelligence artificielle générative, c'est un modèle de langage qui prévoit le mot d'après. Alors on parle en token, c'est même pas des mots, hein, c'est des suites de lettres. Et donc il prévoit le mot d'après. Si je vous dis Paris est la capitale de, il y a 99% de chances que ce soit la France, donc le modèle va dire la France. Mais on aurait pu dire la mode, par exemple, ou on aurait pu dire, j'allais dire la diététique, mais pas du tout. On s'entend. Donc c'est un modèle statistique, ça ne comprend pas et ça n'a pas d'émotion. Ok ? C'est en fait des Legos, mais statistiquement ordonnés. Alors, on l'utilise. Quand vous faites une recherche sur Google, c'est de l'intelligence artificielle qui va vous amener vers ce qui est le plus probable. Quand vous regardez une série sur Netflix, sans vouloir faire de pub, j'ai aucun conflit d'intérêt, on va vous proposer la série qui a la plus de chances de vous prévoir. C'est des statistiques, qui a le plus de chances de vous plaire. Quand vous prenez une photo, elle est améliorée par intelligence artificielle. Quand vous allez sur votre site de banque, il y a le recueil, tout comme sur vos mails, des spams ou des possibles dangers par intelligence artificielle, parce qu'on identifie statistiquement que c'est pas quelque chose qui est prévu comme étant bienveillant, etc. Donc ça fait partie de nos vies au quotidien, c'est déjà là, et l'idée c'est plutôt de prendre le train en marche de façon intelligente. Alors, comment l'intelligence artificielle, maintenant qu'on a redéfini un petit peu les choses, peut être un vecteur d'autonomie pour les personnes en situation de handicap, et que ce ne soit pas un nouveau vecteur d'exclusion. Et en fait, normalement, vous avez déjà des petites idées, j'espère. Qu'est-ce que l'IA peut nous offrir ? Elle peut nous offrir plein de choses. Elle peut nous aider à communiquer, elle peut nous aider à être plus autonome, et elle peut faciliter l'accès aux soins. Il y a plein d'autres choses, mais on va centrer sur ça. Sur la communication, il y a la communication verbale, et ça, c'est déjà en place, puisqu'on peut transformer du texte en écrit, transformer de l'écrit en texte. On peut aussi transformer une image en texte ou un texte en image, et ça facilite la communication. Et on utilise déjà des synthèses vocales depuis très longtemps. Il y a aussi les techniques d'eye tracking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un œil, suivre des mouvements et pouvoir, par exemple, si on a un locked-in syndrome, c'est-à-dire qu'on n'a plus que la verticalité du regard et la fermeture des paupières, on peut écrire un livre. Et ça, c'est grâce à des logiciels d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui est déjà bien rodé, et heureusement que c'est là. Mais il y a aussi toute la communication non verbale. Le verbal, c'est, je crois, quelque chose comme 7% de la communication. Le non-verbal, c'est énorme. Et ça, aujourd'hui, c'est la reconnaissance faciale, c'est les reconnaissances gestuelles. Aujourd'hui, c'est pas du tout au point. Il y a une grande latence pour l'intelligence artificielle pour reconnaître ça. Les nuances émotionnelles, elles ne sont pas captées. Et il y a beaucoup de variabilités culturelles qui font que l'IA, aujourd'hui, ne fait pas ça. Elle le fera peut-être un jour, et on peut l'entraîner à ça. Mais en tout cas, c'est pas encore le cas aujourd'hui, et ça peut être un sujet de recherche.
En tant que outil de communication, par exemple, ça peut être un outil d'intégration professionnelle parce que ça va faciliter l'accès à la formation pour les personnes en situation de handicap, l'accès au travail également, et ça va aussi, pour l'environnement, avoir un caractère inclusif puisque les personnes autour qui vont s'interroger sur le handicap peuvent avoir aussi une sensibilisation sur le handicap de leurs collègues et avoir une facilité dans la médiation. Si on va regarder sur l'autonomie physique, on a aujourd'hui énormément d'outils qui utilisent de l'intelligence artificielle, de la statistique, c'est tout ce qui est prothèse à microprocesseurs, et ça fonctionne bien. Vous avez ici un C-Leg, un iDigit qui sont des prothèses myoélectriques. On a toute la domotique qu'on utilise depuis des années et de plus en plus. Avant, c'était réservé aux personnes en situation de handicap. Maintenant, on en a tous chez nous, tous, on en a beaucoup, des volets ou des lumières qui peuvent être connectées. Et puis, il y a les robots de marche ou les robots de rééducation qui sont utilisés en service de médecine physique et de réadaptation pour permettre de faciliter la rééducation des patients, redonner plus de charges de rééducation, redonner des informations. Ça prévoit le mouvement d'après, de la même manière que ça prévoit le mot d'après. Et donc, ça permet d'aller induire des mouvements chez un patient qui n'a pas encore cette possibilité, donc de faire un petit pas de plus par rapport à ces progrès. Ça reste aujourd'hui uniquement, tous ces robots, des outils de rééducation et non pas des outils de fonction, d'une part parce que c'est trop coûteux, d'autre part parce que fonctionnellement, aujourd'hui, c'est pas du tout au point encore. Et puis enfin, comment l'IA peut être un outil d'accès aux soins ? De façon assez simple, parce que de plus en plus, on est connecté. Donc on peut avoir du télésoin, du télésuivi. On peut aussi avoir des tests de dépistage qui se font par de l'intelligence artificielle, et notamment dans tout ce qui est interprétation d'imagerie. Et puis, ça peut être un outil pour les personnes en situation de handicap, pour l'aide à la planification, l'aide à l'organisation de leur transport, puisqu'on va statistiquement planifier, organiser. Et ça peut être un grand outil, tout comme la compréhension d'un compte-rendu médical qui est incompréhensible avec ces mots barbares, qui donnent l'impression au médecin qu'il est intelligent, mais quelque part, on n'a pas vraiment communiqué. On peut rentrer ça dans une intelligence artificielle et avoir une traduction en langage courant si le médecin n'a pas su, ou le soignant n'a pas su le faire. Et ça peut être utile parce que malheureusement, on n'est pas encore au point sur ça, les humains. Attention à la protection des données, et donc j'en arrive assez bien aux risques de l'IA. Alors, les risques de l'IA générative, en général, il faut les connaître. Le premier risque, c'est que l'IA fait ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire qu'elle va vous prévoir le mot d'après, mais parfois, en fait, c'est pas le mot juste et c'est pas ça qu'il fallait dire. Et donc, quand on utilise une IA générative, ça veut pas dire je pose ma question, j'ai ma réponse, je la copie, je la colle. Il faut avoir une certaine connaissance, une certaine expertise dans le domaine qu'on traite. Donc, ça va nous aider, ça va nous permettre de gagner du temps. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose d'intelligent. C'est un modèle statistique de langage. Donc, il faut connaître ou il faut être aidé et en tout cas relire et être critique. Ensuite, c'est un modèle fermé, comme je vous le montrais au tout début. On rentre des données, on les entraîne, on les compresse et ça fait ChatGPT 4. Là, on est passé à 5, on va passer à des versions, donc à chaque fois, on réentraîne le modèle. Mais en pratique, quand on utilise, c'est fermé. On a arrêté d'entraîner les données à un moment T. Donc il faut avoir connaissance de quand est-ce qu'on a arrêté d'entraîner, puisque si vous avez entraîné jusqu'au Covid et que vous n'avez pas vu la pandémie, il vous manque quand même pas mal de données, par exemple. Et puis, encore une fois, c'est un modèle de langage. Ça veut dire que ce n'est pas un outil de calcul. Si vous demandez à ChatGPT combien font 270 000 multiplié par 463, il va vous donner un chiffre. Si vous regardez sur une calculette, ce ne sera pas le même. Il ne sait pas calculer. Donc, ça ne peut pas tout faire. Donc, comme tous les outils, il faut connaître ses qualités, il faut connaître ses défauts, et donc il faut savoir l'utiliser à bon escient. Si maintenant on regarde un petit peu plus, et je me remets dans le contexte, les risques éthiques, alors de façon évidente, on va être inquiète de l'atteinte à la vie privée, de la dépendance technologique, de la déshumanisation des soins, c'est vraiment un sujet pour nous, et des biais de discrimination. Je vais parler d'abord de ce biais de discrimination, parce que, comme je vous le disais, c'est un entraînement à partir de données. Si on rentre que des données de personnes non en situation de handicap, alors l'intelligence artificielle sera en incapacité totale d'accompagner des personnes en situation de handicap. Il faut donc qu'il y ait un développement qui soit inclusif, avec un entraînement des données par les personnes en situation de handicap.
Ensuite, vient la question de la dépendance technologique. De façon assez simple, ça peut créer une inégalité d'accès parce que tout le monde n'a pas le même accès à Internet, tout le monde n'a pas le même accès aux outils informatiques, même si ça se répand de plus en plus, et il faut donc une vigilance par rapport à cette fracture numérique possible et que ce ne soit pas un luxe réservé aux plus riches. Et puis, là, c'est vraiment la partie MPR. Pour nous, quand on met en place des compensations, on a toujours peur que cette compensation amène à ne pas utiliser les fonctions en place. Et si on n'utilise pas les fonctions en place, alors il n'y a pas de progrès, alors potentiellement il y a même des pertes. Donc il faut que ce soit une aide juste et une aide adaptée, mais qui permette à la personne de rester en fonction. Et moi, personnellement, pour vous donner un exemple, je ne suis plus capable de faire un calcul mental. Parce que je le fais tout le temps sur mon téléphone, même pour les choses les plus simples. Voilà une dépendance que j'ai créée de façon technologique. On peut être amené à ça avec l'utilisation à outrance de l'intelligence artificielle. Ensuite, si on regarde sur l'atteinte à la vie privée, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est évident. Il est totalement interdit de mettre des données de soins dans une intelligence artificielle. Et si vous mettez vos données personnelles, vous ne savez pas où elles vont. Donc à l'heure actuelle, la protection des données, c'est pas quelque chose de très fiable. On peut prendre le modèle de langage, le mettre sur son ordinateur et le faire tourner en boucle fermée, ça se fait. Et à ce moment-là, on peut faire travailler ce module de 1 Tera. Ça demande un petit peu d'apprentissage, mais c'est faisable. Mais sur une IA, sur Internet, non. Enfin, il y a la question de la déshumanisation des soins. Bien évidemment, une intelligence artificielle ne prendra pas la main et n'aura pas le même regard posé sur la personne que le soignant. Et donc, il faut un juste milieu entre le soin aidé par l'intelligence artificielle et le soin présentiel avec la personne. Et il n'y a pas de choses à faire et à ne pas faire. Il y a juste un outil à utiliser à bon escient pour faciliter l'accès, pour faciliter le soin, et notamment tout ce qui est dépistage, ce qui est vraiment majeur et ce qui peut vraiment nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition pour conclure un petit peu tout ça ? D'abord, il faut garantir la transparence et la régulation des données, donc protéger les données, et je passe assez vite, mais il y a pas mal de données sur ce qu'on peut éthiquement recommander, mais ça passe par le contrôle et la régulation de ce qui est mis sur les intelligences artificielles, avec régulièrement des feedbacks à faire. Ensuite, il faut co-construire, comme on le disait tout à l'heure, ces intelligences artificielles avec des données des personnes en situation de handicap. Donc, pour aller dans un design universel ou un design inclusif, c'est la même chose, et que ces intelligences artificielles soient des outils qui nous soient utiles. Et il faut accompagner et former tout le monde, puisque c'est un outil, il faut apprendre à l'utiliser. Donc, aussi bien les personnes en situation de handicap que les aidants, que les soignants, et on a tous à s'y mettre. Enfin, ça vaut le coup de soutenir les initiatives locales de développement d'intelligence artificielle, que ce soit des associations, que ce soit des start-up, ou encore, mais je ne fais pas de pub, les initiatives qui permettent d'améliorer les programmes de réadaptation des patients et donc l'accompagnement des patients et des aidants. Donc en conclusion, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une chance ou une menace, c'est un outil qu'on doit connaître, un outil qui est déjà dans nos vies. Et donc, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de savoir comment s'en servir pour que ce soit un outil d'inclusion, un outil d'accès à la liberté et un outil de progrès. Merci pour votre attention.